Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Mr. M. Eh bien, ça fait à peu près une semaine qu'on a vu 28 ans plus tard et aucun de nous deux a osé envoyer encore un vocal à l'autre. Alors je me demande, peut-être qu'on a été vraiment choqués par le film, peut-être que c'est rentré dans notre inconscient, peut-être que ça fait partie du refoulé. Maintenant, on veut plus en parler. En plus, on était ensemble puisque j'avais raté mon train à Paris et que du coup, on pouvait aller au cinéma tous les deux. Mais à part en parler un petit peu autour d'une bière, on n'a pas reparlé. Alors je me dis, bon, peut-être que quand on en parle tout de suite après, c'est fini, la magie est cassée. Donc je sais pas, est-ce qu'on fait un épisode dessus ? Ah là là, ça fait plusieurs jours que tu me laisses en vue. J'ai l'impression qu'on va parler de 28 ans plus tard. 28 ans plus tard, est-ce que tu veux qu'on parle du film ou est-ce qu'on laisse tomber ? Ou alors peut-être t'as été tellement percuté par le concert de Hayam que t'es sous le choc. Tu ne peux faire que résister à la chaleur et à la vague de son. Yo, Mister C, écoute, comme tu l'as dit, j'ai été pas mal percuté par le concert d'Ayam au stade Vélodrome. Grand moment d'émotion, donc j'ai mis pas mal de temps à redescendre. Et écoute, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'on a vu 28 ans plus tard, donc je sais pas, est-ce qu'il en reste quelque chose ? On va voir. J'ai un petit peu réfléchi et c'est vrai que j'ai quelques éléments qui me sont revenus un petit peu en tête, donc je sais pas, on pourra en discuter. Déjà, toi, qu'est-ce qui te reste du film ? Est-ce que tu as toujours envie d'en parler ? Et je crois qu'il faut préciser que moi, j'avais pas vu 28 jours plus tard, ni 28 semaines plus tard. J'étais passé à côté de ce gros classique que j'ai jamais rattrapé, je le confesse. Mais ça fait partie des quelques lacunes ciné que j'ai. Il y en a quand même pas mal, hein. Mais bon, malgré tout, j'avais quand même vu beaucoup d'images du film, j'en ai beaucoup entendu parler, donc je comprends en quoi 28 jours plus tard a été une vraie révolution pour le film de zombies à l'époque de sa sortie. J'étais quand même curieux de voir ce qu'allait donner 28 ans plus tard en arrivant plus ou moins vierge devant le film. Moi, j'ai vu 28 jours plus tard, il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans, je pense. Et j'en ai pas un grand souvenir. À part peut-être Cillian Murphy qui se réveille à l'hôpital et qui déambule dans les rues de Londres, je crois. Donc sur ce côté-là, je pense qu'on joue un peu à armes égales, au sens où peut-être que je m'en souviens plus par les images que j'ai revues comme extraits dans des analyses ou des vidéos essais sur le sujet des films de zombies ou des films d'infectés. Parce que j'en ai un souvenir très frais du film en lui-même. Donc pour le coup, c'est comme si on avait un peu la même expérience du film. Film d'infecté et pas film de zombie, parce qu'apparemment les puristes font la différence. Oui, c'est vrai, t'as raison. Film d'infecté, pas film de zombie. Voilà, première erreur de gros noob que je suis. Ça me rappelle quand il y avait des vidéos sur The Last of Us, le jeu vidéo, où il y avait des commentaires de trolls qui disaient c'est pas des zombies, ce sont des infectés, c'est un champignon qui leur mange le cerveau. Voilà, c'est ça le niveau du débat aujourd'hui sur Internet. Oh là, tu cherches les problèmes, toi. Heureusement qu'on n'a qu'une vingtaine d'auditeurs. Mais va pas nous les fâcher quand même, hein. Non, je vais pas nous les fâcher. Je pense qu'ils rigolent aux blagues avec nous. Mais pour revenir au film, donc 28 ans plus tard, se passe 28 ans plus tard, le premier film, 28 jours plus tard, qui du coup raconte en très rapide comment l'Angleterre est devenue totalement infectée par une sorte de virus qui transforme les gens en quasi-zombies, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Et là, pour 28 ans plus tard, on n'est plus avec Cillian Murphy du premier film, on est sur un village de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs qui a réussi, en étant coupé par la marée montante à intervalles réguliers, à se protéger en fait des zombies qui sont sur le continent, des infectés qui sont sur le continent. Et donc on passe la première demi-heure du film à découvrir un peu comment ce monde a évolué, avec tout un bestiaire en fait de créatures qui n'étaient pas là présents dans le premier film, avec notamment une sorte de famille de zombies rampants qui est assez étonnant. C'est un peu la première fois que je vois ce genre de créatures au cinéma. Pour te répondre sur qu'est-ce qui me reste de 28 ans plus tard,
qu'on a vu il y a 10 jours. C'est compliqué ce truc de jours, de semaines et d'années. Je dirais que ce qui m'en reste, c'est l'impression d'une grosse claque de mise en scène, l'impression d'un film qui te déstabilise en termes de mise en scène, de choix de cadrage, de choix de montage, de choix juste de narration visuelle sur un scénario qui est claqué au sol, mais on s'en fiche parce que c'est un festival en fait de sensations et je pense que c'est de ça dont j'aurais envie de parler, c'est à quel point le film peut-être nous reste sur des dimensions sensorielles et dimensions peut-être thématiques aussi, philosophiques, plus que sur des dimensions scénaristiques où voilà en fait il y a pas vraiment d'innovation et pour le coup le scénariste qui est aussi l'auteur de Ex Machina, Alex Garland, bon bah là il brille pas par son écriture, en tout cas pas au sens de l'intrigue. Le film tient sur un post-it, mais en termes d'univers, de lore, il y a des choses assez intéressantes. Peut-être avant de parler des créatures, on peut parler de la variété des images qu'il y a dans le film, parce que déjà dans cette demi-heure, je pense qu'il y a un peu 3-4 registres d'images assez disparates. C'est un peu éclectique en fait comme mélange. Donc on peut peut-être faire l'énumération ensemble, mais qu'est-ce que toi t'en as retenu de cette variété de régimes d'images dans un même film? Après, moi, c'est vraiment ce que j'aime avec Danny Boyle, c'est que c'est un réalisateur qui aime expérimenter. C'est vraiment un réalisateur de la mise en scène et de l'image. Donc, il va beaucoup expérimenter les formats de l'image. Et c'était déjà le cas sur 28 jours plus tard, puisque ça fait partie vraiment, du parti pris esthétique du film. On parle beaucoup de la révolution autour des infectés qui se mettent à courir. Le marqueur très important sur 28 jours plus tard, c'était l'utilisation de l'image vidéo, donc de caméras DV pour tourner le film. On retrouve cette idée dans 28 ans plus tard, mais cette fois-ci, c'est plus une image DV, c'est une image d'iPhone, puisque le film est tourné à l'iPhone. Donc on retrouve déjà cette volonté d'aller expérimenter l'image, mais si je trouvais que dans 28 jours plus tard, ça avait vraiment une force de propos, c'est-à-dire que aller convoquer l'image numérique à travers une caméra DV, ça faisait entrer la fiction dans notre réalité, ou en tout cas dans notre perception de la réalité, puisque le format DV était principalement utilisé par les amateurs, donc c'était un format de vidéo familial qu'on pouvait utiliser pour des souvenirs de famille, etc. Et donc convoquer ce style d'image, ça ramenait ce film de fiction dans notre réel, et c'est ce qui participait, je pense, à la construction du climat anxiogène du film. C'était ce rapport au réel, cette incursion du film d'infectés ou de zombies qu'on associe à un cinéma ultra genré qui tout d'un coup faisait irruption dans notre réalité. Donc c'est malin d'avoir transposé ce format d'image à l'iPhone, puisqu'aujourd'hui c'est via l'iPhone qu'on filme la plupart de nos images. Mais par ailleurs, je trouve que si la patine du format DV était particulièrement identifiable, je suis pas certain que les images tournées avec un iPhone le soient particulièrement. Parce que pour le coup, dans les années 2000, il y a vraiment un gap entre les images tournées avec des caméras cinéma et les caméras DV. Il n'est pas forcément si important que ça entre une image tournée à l'iPhone et une image cinéma. Bon, là, les puristes vont me sauter dessus et ils auraient probablement raison. Le fait est que les iPhones utilisés par Danny Boyle dans 28 ans plus tard sont équipés d'optiques professionnelles. On va les monter sur des appareils de machinerie, etc., etc. Donc, en fait, l'image va se professionnaliser. Elle n'a plus rien de l'image qu'on va tourner, toi et moi, avec nos téléphones. Au final, l'iPhone, ça devient juste un capteur
qu'on va monter avec tout un matériel ciné autour. Donc derrière, je sais pas si on retrouve cette même sensation d'immersion dans le réel qu'on pouvait avoir avec 28 jours plus tard. En fait, c'est un long développement pour me poser la question, finalement, est-ce que ce procédé est encore pertinent aujourd'hui? La différence avec 28 jours plus tard et surtout de l'époque de 28 jours plus tard, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus réduire en fait notre rapport aux images à un format de captation de ces images. Et ce que je trouve hyper intéressant dans 28 ans plus tard, c'est le mélange en fait entre ces images prises aux iPhones et des images en infrarouge et des images documentaires. Et il y a comme ça tout un tas en fait de régimes d'images, même au sein des images tournées en, en numérique, donc avec les iPhones. Il va y avoir des scènes de la vie quotidienne tournées un peu en mode dogme, quoi, on va dire caméra à l'épaule qui est beaucoup agitée. Il va y avoir des choses très arty, très plastiques, comme peut-être on y reviendra, mais cette espèce de bullet point, bullet time, pardon, très impressionnant où on a comme ça un panoramique très rapide sur la gauche, sur la droite quand un infecté se prend une balle. Et en fait, plus largement, moi, je trouve que ce mélange entre images d'archives et images réelles, bah, ça conduit à se poser des questions sur le confusionnisme ambiant un petit peu de notre époque et des images, où on est plus capable de savoir si une image est vraie ou si une image est fausse, notamment avec les IA, mais ça précède un peu les IA, hein. C'était déjà les fake news, c'est plutôt 2010-2012. Et donc moi je trouve que c'est très intéressant de dire en fait aujourd'hui on va pas choisir une caméra qui serait uniquement responsable de notre rapport au réel. On va dire bah non, notre rapport au réel il est complètement bousculé, on est désemparé, on est déstabilisé et donc je vais choisir plein de formats que je vais mélanger et comme ça on saura jamais sur quel pied danser, on saura jamais sur quoi on pourra vraiment s'appuyer et au-delà des supports voilà, de la variété d'images qu'il y a dans le film, moi, je trouve que toute la mise en scène est vraiment imprévisible et que c'est ça qui rend le film hyper tendu. C'est qu'on ne sait jamais à quel point un infecté va arriver dans la scène et comment et à quel point cet infecté est un danger parce que tous mes repères spatiaux, temporels, sont complètement perturbés. Spatiaux parce que dans son découpage, il se contrefout complètement des règles qui sont d'habitude de ne pas sauter l'axe des 180 degrés. Donc, l'axe des 180 degrés, c'est l'idée qu'il y a une ligne imaginaire entre deux personnages qui se parlent. Et quand on commence un chant, donc un plan d'un côté avec un personnage qui parle, quand on montre celui qui l'écoute ou celui qui lui répond, il faudrait pas traverser cette ligne des 180 degrés. Et là, ces sautes d'axe, on va dire, il le fait tout le temps. Et en même temps, il le fait de manière imprévisible. C'est-à-dire qu'il le fait pas jusqu'à ce qu'il le fasse et du coup, ça nous surprend. Et ça, c'est un seul des exemples nombreux de choix de réalisation. On est complètement perturbé spatialement et temporellement aussi, puisque il y a des séquences qui peut-être devraient durer quelques minutes et qui sont étirées. Et au contraire, des séquences qui sont dans l'histoire très longues et qui sont vraiment très cutées. Et on a aussi cette relation au temps très étrange dans la construction du film, avec une ouverture sur un personnage qu'on quitte comme pendant quasiment toute la durée du film. Donc il y a plein de choix comme ça qui font que on est sans arrêt surpris et on est sans arrêt déstabilisé par la mise en scène et par les registres d'images qui nous ont présentés. Oui, je trouve que c'est très intéressant ce que tu développes sur ces différents régimes d'images. Et je suis assez d'accord. Je pense que c'est difficile de choisir une esthétique ou une patine d'image qui viendrait définir un petit peu notre époque. Je pense que c'est justement ce confucianisme, comme tu dis, qui le définit bien et qui vient questionner notre rapport aux images et donc au réel. Enfin, il y a cette idée qu'en brouillant les pistes sur la nature des images, il vient un petit peu parasiter notre rapport au réel. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le film, cette manière d'alterner ces différents régimes d'images avec une grande nervosité dans la mise en scène. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper réjouissant. Et surtout dans les scènes de mise à mort,
que j'ai trouvé extrêmement impressionnante, notamment grâce à cet effet du bullet time dont tu parles, avec à chaque fois ce changement d'axe. Et par ailleurs, je me suis posé la question, pourquoi ce changement d'axe? Pourquoi cet effet de basculement? Je me suis demandé s'il y avait un rapport avec l'idée d'un changement de point de vue, voilà, qui s'opère pendant ces séquences surdynamité. Je sais pas ce que tu en penses. Je me suis demandé si c'était juste un gimmick de mise en scène ou est-ce que c'était quelque chose d'un peu plus révélateur ou un catalyseur de quelque chose. Je sais pas, peut-être dans cette thématique autour de l'altérité. Et ben justement, c'est marrant que t'en parles parce que j'y ai repensé longtemps après avoir vu le film, mais je me suis dit que c'était pas un gimmick. Alors peut-être que je surinterprète, mais le film ayant un peu genre sédimenté, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à voir du côté, comme tu dis, de la bascule de point de vue, parce que dans une espèce de longue introduction, on va être avec le père et l'enfant dans une sorte de rite initiatique un peu mascu. En mode oui, il faut survivre, en tout cas survivaliste quoi. Il faut survivre en tuant des infectés et alors même que bah justement cette famille de rampants elle est a priori dans une logique de survie mais pas forcément de prédation de l'homme à tout prix et en tout cas il y a un moment où l'enfant voit un enfant infecté et il y a quelque chose de l'ordre du trouble qui s'installe. Et pour moi, toutes ces bascules de point de vue par ce travelling bullet time très très rapide, ça vient appuyer sur une gêne, sur une envie peut-être de voir le contre-champ de tout ça. Et après cette introduction d'une demi-heure, on va avoir un personnage qui va un peu déconstruire cette vision du monde un peu trop simple instaurée par le père et notamment voir peut-être sous un autre angle le rapport aux infectés, le rapport aussi à ce qu'on peut attendre de la vie, euh, où on va avoir quand même un thème très très important qui va être la place de la mort et comment faire son deuil. Donc ouais, je pense il y a un peu plus que du gimmick visuel. Je pense que vraiment il s'est dit comment par l'image je peux instaurer une sensation qui va être dans la continuité un peu du propos du film. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment brillant. Après, c'est comme ça que ça a résonné en moi, donc je prétends pas que c'est la vérité absolue, évidemment. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'intrigue est construite autour de ce basculement de point de vue qui sépare le film en deux. C'est en quelque sorte un récit initiatique en deux étapes, ou plutôt c'est deux récits initiatiques qui s'articulent autour d'un aller-retour. Avec cette première partie avec le père que tu as bien décrite. Cette première partie, c'est un rite de passage assez classique. On a le duo donc composé du père et du fils qui quittent le village pour entrer en territoire hostile. Et l'idée, c'est que Spike puisse réaliser sa première mise à mort. On a cette idée du passage à l'âge adulte qui doit passer par cet acte de violence à travers laquelle pourra y avoir cette transmission de valeurs survivalistes et très viriliste dont tu as parlé. Et cette première partie, en fait, c'est un voyage du héros assez classique, quasi accéléré. En fait, on retrouve cette même structure. Tu vois, avec le départ du village, l'entrée dans un monde inconnu, l'acte de bravoure, etc., etc., jusqu'au retour dans le village avec une scène de fête, enfin de beuverie dans laquelle le père va compter les exploits de son fils. Et à ce moment-là, on voit la gêne de Spike qui regarde son père exagérer sur les exploits et en faire un récit héroïque alors que c'est pas réellement ce qui s'est passé. Et c'est un peu une scène pivot parce qu'à ce moment-là, on comprend qu'il y a un vrai refus de ce modèle, que cette structure-là, que ce rite initiatique, finalement, il est inopérant pour Spike. Et bon, je vais pas spoiler la suite, mais c'est à partir de ce moment que le jeune garçon décide de partir dans un second voyage qui se révélera finalement être le véritable voyage initiatique. C'est dans ce second voyage que le passage à l'âge adulte va pouvoir vraiment se réaliser. Et en fait, dans une déconstruction de ce premier modèle, en fait, dans une déconstruction de ce que cherchait à transmettre le père. Et en fait, ce passage, il va notamment pouvoir se réaliser par l'intermédiaire d'un personnage
un nouveau personnage, c'est du Dr. Coulson, interprété par Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, je sais pas comment on prononce, jamais su. Bref, ce personnage, à ce moment-là, il va représenter un autre modèle possible pour Spike, un autre modèle auquel il va pouvoir s'identifier. T'en as bien parlé, dans une forme d'acceptation de la mort, mais surtout d'acceptation de l'altérité. Puisqu'effectivement, on assiste à un moment donné à une scène où il nomme un infecté, il lui donne un prénom. Ça a pour conséquence une forme d'humanisation de l'infecté. Là où le père de Spike les considère uniquement comme une menace, comme quelque chose à éradiquer. Ce qui va être intéressant avec le docteur Kelson, c'est que lui va rechercher l'humanité chez les infectés. Donc en fait, ce qu'elle révèle, cette rencontre, c'est qu'il y a une forme de cohabitation qui peut se dessiner. Et en fait, derrière ça, moi, je vois un sous-texte politique assez fort autour de l'acceptation de l'altérité. Et surtout, le rejet du repli identitaire derrière des valeurs guerrières. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était des thématiques qui étaient assez actuelles, parce que le film parle clairement de ce repli identitaire et en même temps de la montée d'énormément de discours masculinistes, virilistes, etc. Et d'ailleurs, pour moi, le film parle clairement de ça. Le film parle de masculinité et de construction de la masculinité. Parce que bon, je pense que c'est important aussi de préciser qu'il y a une nouvelle variété d'infectés qui nous est introduite là dans le film. C'est une catégorie d'infectés qui ont évolué et qu'on appelle les alphas. Bon, je pense que la métaphore est assez obvious, voire peut-être un poil trop. Des infectés immenses de 2 mètres de haut, avec une musculature impressionnante et une bite énorme. Je pense que c'est assez clair, tu vois, dans ce que le film raconte. On a cette incarnation stéréotypée de la masculinité qui poursuit le personnage principal tout au long du film. Donc voilà, pour moi, c'est clairement la thématique centrale, cette question de la masculinité, de la construction de la masculinité. Je suis d'accord par rapport au personnage du docteur qui représente thématiquement un autre rôle modèle possible pour Spike. Mais je trouve aussi qu'il introduit une dimension d'horreur fantastique avec, sans spoiler, mais une sorte de monument ou de tribu fait à la mort et aussi une forme de jusqu'au boutisme en fait dans ce projet-là, comme pourrait le faire un artiste qui sur plusieurs années assemble pièce par pièce l'œuvre d'une vie. Et je trouve que ça le rapproche un peu de personnages qui sont à la fois terrifiants et à la fois fascinants, comme le colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Et ce basculement dans l'horreur fantastique, moi, c'est assez étonnant parce que je trouve qu'il a un effet sur moi qui est de vraiment me forcer à regarder quelque chose que je trouve à la fois complètement horrible et en même temps fascinant, quoi, où je peux pas m'empêcher de détourner les yeux. Et ça me rappelle une scène au début du film lorsque Aaron Taylor Johnson, le père, emmène Spike dans cette fausse quête initiatique et à un moment donné, il va achever un infecté, le père, et il force un peu le gamin à regarder et il dit non, ne détourne pas les yeux, il y a une leçon là à apprendre. Et je trouve que le personnage de Ralph Fiennes continue un petit peu cette approche-là, mais sous une autre sensibilité. Il est moins dans la violence directe, il est plus dans on peut regarder la mort en face sans forcément être quelqu'un qui donne la mort de manière violente. Et c'est de toute façon quelque chose qu'on doit considérer parce qu'on finira tous par mourir. Et rarement j'ai trouvé un film, en tout cas de divertissement sur papier ou blockbuster, qui disait à son spectateur regarde, tu vas être à la fois mal à l'aise et en même temps tu vas avoir une sorte de vertige métaphysique et ça va t'apprendre quelque chose sur toi et ton propre rapport à la mort. Parce que c'est gênant en fait. Donc dans un blockbuster, on n'a pas l'habitude d'être gêné. On a plus l'habitude d'être, on va dire, accompagné ou diverti. On veut que ça nous plaise. On veut pas que ça nous semble vraiment trop bizarre. Et il y a plusieurs moments dans le film où cette bizarrerie, elle est fascinante et elle fait peur. Et je trouve que ce personnage-là, il permet vraiment de naviguer. C'est aussi un mentor pour le spectateur, je pense.
La scène de fête au retour de Spike et son père, elle est hyper intéressante parce que je trouve que c'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, c'est une bande de fascistes. C'est-à-dire que c'est à la fois un village de survivalistes, donc on devrait être de leur côté, et en même temps, ils ont organisé une sorte de règle tacite auquel on ne peut pas échapper, qui est assez coercitive et qui fait que même sans religion, même sans, on va dire, croyance un peu irrationnelle, il y a une structure très hiérarchique, très patriarcale aussi, mais pas seulement. Aussi une lecture de classe. Il y a donc ceux qui vont dehors chasser les infectés et ceux qui osent pas sortir. Et, euh, et je trouve que la scène de la fête nous montre un petit peu aussi la distance du réalisateur par rapport à ce point de vue-là, en disant voilà, je vais aussi les rendre monstrueux dans leur orgie qui célèbre la mort, pour vous dire à quel point je suis pas d'accord avec eux. Et c'est à un moment donné, c'est à ce moment, je crois que dans les angles de caméra, on est le plus penché. C'est-à-dire que souvent, dans le film, il y a des Dutch angles, c'est-à-dire des décalages un peu de symétrie. On a l'impression que le caméraman s'est un peu penché vers la gauche ou un peu penché vers la droite. Et là, c'est très très prononcé et surtout, ça alterne de manière complètement imprévisible. Ce qui est différent de lorsque l'enfant va être plus aligné à la fin de son récit. Donc, sans spoiler, il va devoir faire un acte symbolique qui lui permet d'aller au bout de son deuil. Et là, pour le coup, tout est posé. C'est-à-dire que la caméra est enfin stabilisée. La gauche et la droite sont au même niveau. Enfin, il n'y a pas de déséquilibrage, il n'y a pas de désaxage. Et c'est intéressant du coup de se dire, voilà, pour le réalisateur, il y a une sorte d'apaisement à ce moment-là, alors que la fête, qui devrait être une sorte de célébration, est au contraire un moment qui met extrêmement mal à l'aise. Donc pour revenir au docteur, il répète souvent Memento Mori, souviens-toi de la mort, et il construit une sorte de monument aux morts. Et je me suis dit que c'était tellement prenant dans le film et que ça avait une telle importance en termes de récit, en termes d'image, en termes de messages répétés, que je peux pas m'empêcher de voir aussi le monument aux morts de Danny Boyle, c'est-à-dire un réalisateur qui est voilà, assez âgé quand même maintenant, donc peut-être on peut espérer qu'il soit pas tout de suite en train de mourir, mais peut-être qu'il y pense. Et du coup, c'est intéressant de se dire, c'est sa façon à lui de digérer cette idée de la mort, de dire je vais faire un film qui est pas tranquillou, quoi, qui est pas en mode oui, c'est un vieux monsieur qui part tranquillement dans son lit. C'est plutôt quelque chose d'assez physique, sensoriel. Y a beaucoup quand même de plans sur des viscères, sur des yeux énucléés, des têtes qui explosent. Enfin, c'est très gore. Et je crois que le truc le plus gore, c'est le processus de blanchiment des os. Donc on assiste vraiment de A à Z entre une tête humaine et un crâne. Un crâne complètement blanchi, nettoyé de ses tissus. Et c'est pas une opération simple, quoi. Et là, on a l'impression de voir un Indien Givaro, peut-être, qui ferait une réduction de tête, quoi. Enfin, quelque chose de l'ordre du tribalisme, mais qui est traité par un médecin et qui est regardé par un réalisateur qui y apporte de l'attention, comme le ferait un documentariste qui dirait ok, c'est un geste technique, on va voir jusqu'au bout comment ça marche. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que c'est quand même, encore une fois, assez rare dans le divertissement hollywoodien de prêter attention à ce genre de détails macabres parce que ça met mal à l'aise et que potentiellement c'est des ventes de tickets en moins, quoi. Donc moi je trouve ça assez fort quand même si le film peut-être a des défauts, mais de se dire on reçoit un message un peu sans concession d'un réalisateur qui pense très fort à la mort et qui nous dit vous aussi vous devriez vous y intéresser. En fait, le docteur Kelson, c'est un vrai personnage de chaman. Il fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Et d'ailleurs, c'est une cohérence, ce cheminement de personnage dans la diégèse du film, ça a une cohérence puisqu'à la base, c'est un médecin. Donc, dans le monde d'avant, il avait déjà cette fonction sociale d'accompagner potentiellement les vivants vers la mort. Donc en fait, dans cette nouvelle organisation, il a gardé cette fonction-là, mais avec une dimension beaucoup plus spirituelle. Et moi, j'aime qu'il y ait en permanence cet aller-retour entre le scientifique, le médical et le spirituel. Et ça s'exprime dès la première fois qu'on le croise dans le film. Enfin, pas vraiment la première fois, parce qu'il y a d'abord un premier flashback quand on évoque son existence. Mais la première fois que Spike
le rencontre, il arbore une espèce de peinture de camouflage sur tout son corps qui pourrait ressembler à une sorte de peinture un peu tribale. Et en fait, ce qu'on a pris pour quelque chose d'un peu farfelu, d'un peu dérangé, il le justifie directement en disant qu'en fait, c'est une solution, c'est une espèce de bétadine qui lui permet de tenir à distance les infectés. Très vite, en fait, il y a cette justification scientifique derrière ce qu'on prenait pour quelque chose d'un peu loufoque et marginal. Donc d'abord, il y a déjà l'idée d'aller au-delà des apparences. Il y a ensuite ce lien entre le côté très scientifique qui, dans son prolongement, donne quelque chose d'un peu plus spirituel et religieux. Et sur le Memento Mori, je te rejoins sur le côté un petit peu à la fois fascinant et dérangeant du rituel qui est mis en place. Et ça, pour moi, ça atteint son paroxysme dans le climax qui est à la fois extrêmement émotionnel, mais aussi complètement macabre, qui rejoint presque un côté grotesque. Moi, il y a un moment donné, j'ai presque eu envie de rire, mais un rire un peu cathartique, tu sais, qui en fait qui exprimait un trop plein de gêne, quoi. Et effectivement, ce Memento Mori, ça renvoie directement aux vanités dans la peinture, dans l'histoire de l'art. Et c'est exactement ça. Lorsqu'il regarde ces crânes, il y a cette idée de l'acceptation de la mort, ou en tout cas de faire face à sa propre mort. Donc c'est de se rappeler de l'imminence de sa mort et donc de sa vacuité. Et en ça, je suis d'accord avec toi, ça peut rejoindre un potentiel discours sous-jacent de Danny Boyle. Il arrive forcément à la fin de sa vie et face à la mort, il reste en fait cet acte de vanité qui est la création. Et dans un monde qui a totalement sombré, cet acte de création, c'est une manière de dire c'est la culture qui persiste. C'est la dernière chose qui nous lie à une forme de civilisation. Et donc c'est en ça que ça m'intéresse que tu racontais sur Danny Boyle. Un acte de création comme un acte de foi face à la montée du fascisme en Europe. Ouah, t'es on fire, Mister. Eh ben, ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dénoncer sur la vanité. Je trouve ça très intéressant. Et peut-être que du coup, il serait le moment de conclure, parce que je pense qu'on a un peu retraversé tous les aspects du film. Qu'est-ce que t'en penses ? En conclusion, moi je dirais que j'ai plutôt bien apprécié 28 ans plus tard. Et je dirais que le fait que j'avais pas vu les 2 premiers opus est pas tellement étranger à ça. Parce que j'avais pas vraiment d'attente à propos de ce film. Et je trouve qu'en fait, il s'inscrit assez bien dans son époque. Même si les thématiques sont parfois amenées avec un peu des gros sabots, je trouve qu'il les développe finalement assez finement. Même si en fin de compte, le propos est assez pessimiste, je le trouve assez pertinent. En fait, moi, j'ai apprécié ce film en tant que proposition totalement indépendante, totalement détachée de toute franchise, même si je comprends bien qu'il s'inscrit dans une mythologie et qu'il arrive à prolonger certaines thématiques, certains procédés de mise en scène. Et par ailleurs, je suis un petit peu plus dubitatif par le fait qu'on annonce que ça va être une trilogie. Il va y avoir une suite à cet opus. Pour moi, cette proposition, elle se suffit à elle-même. Je vois pas ce qu'on peut encore aller tirer. J'ai même la sensation que la manière dont le film repart, j'ai presque la sensation qu'il va un peu à l'encontre du propos qu'il a cherché à développer pendant le film. Alors je sais pas, on va attendre de voir les suites pour juger, mais j'ai la sensation qu'on repart dans de la survie, dans du dégommage de zombies, là où on nous proposait peut-être une alternative, une troisième voie qui allait plus chercher du côté de la cohabitation. Et j'ai presque le sentiment que l'épilogue est presque une négation un peu de tout ça. Et puis le fait que ce soit pas réalisé par Danny Boyle aussi, je sais pas. Moi, c'est ce qui me plaisait aussi dans ce film, c'est qu'on retrouvait Danny Boyle, on retrouvait un petit peu certaines de ses obsessions, on retrouvait aussi un plaisir
de l'expérimentation. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait que le film était visuellement hyper stimulant. C'est ce qui me plaît beaucoup dans le cinéma de Danny Boyle. J'étais content de le retrouver et je suis pas certain que ce soit hyper pertinent d'aller imaginer une suite à cette franchise sans lui. Voilà, j'aurais peur qu'on soit dans quelque part dans une forme de pastiche de son style. Voilà, mais là encore, on peut pas juger de quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur le film et son inscription dans une potentielle trilogie. Moi, je trouve que 28 ans plus tard, c'est un film très imparfait où je vois pas mal de défauts de scénario et surtout cette fin vraiment qui, comme tu l'as dit, contredit un peu tout ce qu'on a vu précédemment. Et en même temps, il n'y a pas un moment où je trouve qu'il n'y a pas des petites choses intéressantes en termes de mise en scène, en termes de thème. Enfin, je suis sans arrêt surpris. Puis surtout, je garde cette impression de la grosse première moitié du film jusqu'à aussi au climax en fait émotionnel où j'ai été mal à l'aise et en même temps fasciné. Et je pense que c'est quand même un film qui, malgré toutes ses imperfections, reste et peut-être restera intéressant à revoir pour justement essayer de choper toutes ces idées visuelles et thématiques et le replacer dans plutôt la trajectoire de Danny Boyle et de ses films plutôt que dans une trilogie qui est à venir. Donc pour conclure, je dirais que c'est un très bon film qu'il faut voir malgré ses défauts ou en dépit de ses défauts. Et c'est aussi peut-être le signe de certains films qui peuvent rester, qui peuvent marquer, qui sont en fait complètement paradoxaux, c'est-à-dire qu'ils ont de très grande qualité et de très grands défauts à la fois.